Merci de nous joindre à nous alors que nous cherchons à en savoir plus sur la prévention de la démence. Dans ce troisième épisode, le Dr Hakim discute de la façon dont nos connaissances sur la prévention d'un AVC et le rétablissement des personnes qui en sont victimes ont évolué et pourquoi il est si important de connaître les signes d'un AVC. Mes chers amis, on continue maintenant avec les webinaires qui vont nous instruire sur la prévention de ce gros problème qui est la démence, comment on peut se protéger contre ce problème. Alors, on va parler aujourd'hui des accidents vasculaires cérébraux parce que si le cerveau souffre d'un accident vasculaire cérébral, ses chances de souffrir de démence augmentent considérablement. Il est possible aujourd'hui et de prévenir et de traiter les accidents vasculaires cérébraux et on va en parler des deux. Voici un cerveau qui a été atteint par un accident cérébrovasculaire. Vous voyez ce grand trou noir qui est rempli de liquide céphalorachidien où le cerveau a été détruit par un accident vasculaire cérébral. C'est un problème qu'on peut prévenir et quand il fait son apparition, on peut le traiter dans les minutes qui suivent. Donc, c'est très important de faire attention. Comment est-ce que vous allez savoir si votre partenaire ou un voisin est en train de souffrir possiblement d'un accident vasculaire cérébral? Ça veut dire un caillot de sang qui est en train qui a été vers le cerveau et qui s'est coincé dans un vaisseau sanguin. Donc, en privant la partie du cerveau qui dépend de cette perfusion sanguine, est privé de cette perfusion sanguine et commence tout doucement à se détériorer. Si une personne souffre de ce problème, eh bien, vous allez remarquer que tout d'un coup, peut-être, elle parle mal, elle ne vous comprend pas, ou ce qu'elle est en train de vous dire n'est pas facile à comprendre. Le visage, souvent, est affaissé d'un côté comparé à l'autre. Si vous lui demandez de mettre les deux bras devant elle, il y a un bras qui va tomber, l'autre bras qui va rester bien pris en haut. Donc, il y a une faiblesse d'un côté. La personne n'est pas capable de parler et n'est pas capable de prononcer normalement et peut-être ne vous comprend pas aussi bien qu'avant. Si vous voyez ces symptômes chez une personne, il faut immédiatement appeler 911 pour que la personne soit prise à une urgence ou le traitement de cet AVC, d'abord de diagnostiquer un AVC et puis de le traiter est possible. Il ne faut pas mettre la personne dans votre auto pour l'amener vous-même à une urgence parce qu'il se peut que cette urgence ne soit pas prête à traiter cette personne-là. Donc, appelez 911 pour que les ambulanciers amènent votre ami ou votre voisin à l'urgence appropriée. L'AVC symptomatique, les accidents vasculaires cérébraux symptomatiques, donc qui donnent des symptômes, la personne se rend compte, est une cause majeure de démence. Le déclin cognitif se manifeste dans un délai de 3 mois, dans 61% de tous les AVC symptomatiques, et le risque de démence augmente avec le temps après un AVC. Il y a eu un médicament qui s'appelle TPA, qui a été étudié pour amener la dissolution de ce caillot de sang dont on a parlé, mais l'efficacité de ce médicament pour se débarrasser de ce caillot de sang est limitée dans le temps, ça veut dire qu'il faut faire vite. Mais
on a pu agir très rapidement en formant au Canada un réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires qui a amené des critères de réponse à une personne qui s'amène à l'urgence avec un problème vasculaire au cerveau. Nous avons dit qu'il fallait des lignes directrices pour contribuer à la réforme des systèmes de santé au Canada et ailleurs. Quelles étaient ces lignes directrices? On a dit, si une personne avec un accident cérébrovasculaire est amenée par ambulance à une urgence, il faut que cette personne, dans le délai d'1 minute, soit déjà mis en marche vers le diagnostic et le traitement. Il ne faut pas que cette personne attende dans la salle d'attente d'urgence. Le délai entre l'arrivée de la consultation avec un médecin, 10 minutes, délai entre l'arrivée de la personne et la notification d'une équipe qui est spécialisée dans les accidents cérébrovasculaires, 15 minutes, délai avant la tomodensitométrie cérébrale, 30 minutes, délai entre l'arrivée et l'injection du médicament TPA, 60 minutes, et voilà que la perfusion sanguine se rétablit dans le cerveau, et avec le temps, le pourcentage de personnes qui ont pu accéder à ce médicament-là a augmenté, et ça continue d'augmenter. Et en plus, nous avons amené une thrombectomie endovasculaire, ça veut dire que mettre un cathéter pour aller chercher le caillot de sang et le retirer du cerveau, et souvent est jumelé avec la perfusion sanguine pour que la perfusion qui est jumelée avec la perfusion du TPA pour amener un rétablissement de la perfusion sanguine. Un accident ischémique transitoire est différent. C'est un caillot de sang qui va se promener et se coincer dans une partie vasculaire qui amène l'énergie au cerveau, mais très rapidement passe à travers ce point de blocage, et les symptômes qui ont apparu, comme je vous ai expliqué, la main qui tombe, la parole qui n'est pas compréhensible, ces symptômes-là disparaissent dans les minutes qui suivent. Donc, on appelle ça un accident ischémique transitoire. Les symptômes ne persistent que quelques minutes, mais si vous-même ou une personne que vous connaissez a été victime d'un accident ischémique transitoire, on vous a dit que vous risquez de souffrir d'un accident cérébral grave. Donc, il faut immédiatement signaler à votre médecin et même venir à l'urgence avec un accident ischémique transitoire. Il ne faut pas dire « Ah, je suis content que ça a passé », il faut vraiment amener ça à la connaissance de la médecine. En plus du problème d'ischémie vasculaire qui amène une détérioration, une destruction importante d'une partie du cerveau, il y a aussi malheureusement des accidents vasculaires cérébraux que la personne ne ressent pas parce que l'atteinte est tellement petite qu'il n'y a pas de facteur, qu'il n'y a aucun symptôme que la personne ressent au moment de l'occlusion de ce petit vaisseau sanguin dans le cerveau. Je parle un peu de ce IRM. Vous vous rappelez la partie du cerveau grandement atteinte que je vous ai montré au début de ce webinaire, qui était la conséquence d'un accident vasculaire cérébral grave, mais quand
le vaisseau sanguin atteint est très petit. Ce que vous voyez ici, c'est les petites taches. Ce sont la conséquence d'une occlusion cérébrale très petite que la personne ne ressent pas, mais qui, avec le temps, amène une diminution importante de la mémoire et de la cognition. Quels sont les facteurs de risque qui amènent, et ça nous sommes chanceux, c'est les mêmes facteurs de risque qui amènent les grands accidents vasculaires cérébraux et les petits accidents vasculaires cérébraux. D'abord, pression artérielle élevée. Si vous fumez, il faut absolument essayer d'arrêter. Diabète, rythme cardiaque irrégulier, cholestérol élevé, le sédentarisme, le manque d'exercice, la mauvaise alimentation qui amène l'obésité, les antécédents vasculaires cérébraux, les antécédents de crise cardiaque ou d'angine de poitrine. Alors, il faut surtout se protéger contre ces facteurs de risque, garder un œil sur ces problèmes qui peuvent amener des accidents vasculaires cérébraux. L'AVC, donc en conclusion, l'AVC est une urgence médicale et le temps est un facteur déterminant dans le traitement des AVC. Les AVC et les accidents ischémiques transitoires sont considérés comme des facteurs de risque majeurs de démence. Il faut maîtriser et traiter les facteurs de risque que je vous ai énumérés pour éviter les accidents vasculaires cérébraux et majeurs et mineurs. On va en parler de comment éviter ces accidents vasculaires en contrôlant les facteurs de risque dans les webinaires qui vont suivre. J'aimerais donc remercier le Dr. Hakim pour le webinaire à la fois intéressant et instructif. L'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa est affilié par l'Université d'Ottawa et ses facultés associées. Il compte plus de 250 chercheurs, dont plusieurs sont issus de nos partenaires, notamment le CHIO, l'Hôpital Bruyère, l'Hôpital Montfort, l'Hôpital d'Ottawa et l'Institut royal de recherche en santé mentale. Enfin, j'aimerais remercier les membres du personnel administratif pour tout le travail et tous les efforts pour la production de cette série. Un gros merci donc à Victoria Rache, Candice Fortier et Sarah Shaw. Enfin, si vous avez des questions ou des commentaires à partager ou si vous souhaitez de nous suivre, consultez notre site web au uottawa.ca/fr/brain ou suivez-nous sur Facebook ou Twitter. Plusieurs d'entre vous sont avec nous aujourd'hui parce que vous avez été touchés d'une manière ou d'une autre par la démence. Peut-être qu'un membre de votre famille ou un ami vit avec les effets dévastateurs de la démence, pour lesquels il n'existe aucun remède. Si vous souhaitez faire une différence et avoir un impact direct sur la recherche novatrice que nous menons à l'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa, vous pouvez soutenir notre recherche sur la mémoire et la cognition dès aujourd'hui en vous rendant à alumni.uottawa.ca/brain health. Nous vous remercions de votre participation et espérons que vous participerez également à nos prochains webinaires. Merci.